À première vue, on peut penser qu'une routine, une habitude, c'est parfaitement antinomique d'une activité créative. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que les routines seraient des alliés ou des ennemis pour la création? Est-ce que la créativité, c'est pas justement ce qui brise les routines? Est-ce qu'on pourrait installer des routines créatives? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle capsule concept qui abordera les routines, les habitudes et en quoi elles peuvent être liées aux actes créatifs. Donc on va démarrer avec des explications sur ce qu'on met derrière le terme routine, habitude mentale ou comportementale. Et ensuite on ira voir comment ces habitudes, ces routines, elles peuvent soit freiner, soit aider le processus créatif à se mettre en œuvre et nous-mêmes à faire œuvre de créativité dans les endroits où on en a envie. Allez, c'est parti, on y va. Alors déjà, c'est quoi une routine? Une routine, on peut le définir de plusieurs manières. Il y a la manière en négatif, quand on dit ce que ça n'est pas, et la manière positive, quand on essaie d'aller dire qu'est-ce que c'est dans le concret. Alors une routine, ce que ça n'est pas, c'est par exemple un phénomène extérieur qui ne relève pas d'une action humaine. Par exemple, la météo, le lever ou le coucher du jour, le cycle des saisons, on ne va pas dire que ce sont des routines. Pour autant, ce sont des choses qui sont périodiques. Une routine, ça n'est pas non plus une action qu'on a faite qu'une fois, une expérience qu'on a vécue une seule fois. D'ailleurs, c'est souvent la rareté de ces expériences qui fait qu'elles ne sont pas routinières, elles ne sont pas communes. Ce qui n'est pas une routine, c'est aussi une action qui nous coûte beaucoup d'énergie. Une routine, souvent, on va penser que c'est une action qui n'est pas réalisée de manière consciente et délibérée. C'est quelque chose qu'on fait sans y penser. Et puis, dans l'idée de routine, il y a le fait que ce n'est pas un phénomène surprenant, un phénomène innovant. Donc on a vu un peu ce que ça pouvait ne pas être. Allons voir un peu ce qu'en disent que ce soit les dictionnaires ou les gens qui ont réfléchi. Dans le Larousse, on trouve que la routine, c'est une habitude d'agir ou de penser devenue mécanique. Donc on a ce terme de habitude et de mécanique, quelque chose auquel on ne réfléchit plus, ça se fait tout seul. Dans le Robert, on trouve une habitude mécanique, encore une fois, irréfléchie, qui résulte d'une succession d'actions répétées sans cesse. La notion de répétition, sur l'Académie française, ils prennent comme définition un usage qui consiste à agir toujours de la même manière, une habitude qui exclut la nouveauté et la fantaisie. Donc là, on voit que c'est vraiment antinomique de la nouveauté et de la fantaisie, et ce qu'on pourrait opposer évidemment à la créativité qui est censée aboutir à la production d'œuvres dites originales, donc nouvelles. Et puis sur un autre site que j'aime bien, le CNRTL, le Centre national de ressources textuelles et linguistiques, plusieurs définitions. Il parle de connaissances, habiletés acquises par l'expérience, la pratique, plus que par l'enseignement ou l'étude. Donc on voit que cet aspect délibéré n'est pas vraiment là dans les routines. Il parle aussi d'une routine comme quelque chose qui se fait naturellement, spontanément, sans volonté arrêtée. Donc l'idée on n'en est pas vraiment à l'origine, à la manœuvre. Ils évoquent aussi une habitude de penser ou d'agir selon des schémas invariables, en repoussant a priori toute idée de nouveauté ou de progrès. Donc ça rejoint celle d'avant sur l'idée que la nouveauté, ça ne fait pas partie des routines, et la question aussi de progrès même, c'est-à-dire qu'une routine ne permet pas le progrès. Donc on va voir que sur ça, c'est questionnable. Et puis le dernier, c'est qu'une routine, dans sa répétition, c'est courant, c'est banal. Donc l'idée c'est pas original, donc ça va bien à l'encontre de ce qu'on pourrait penser être créatif. Comme vous le voyez, les définitions, souvent, ça nous donne aussi le champ sémantique, les concepts autour, parce que routine, habitude, c'est un peu des synonymes. Et donc si on creuse un peu plus, je vous en donne quelques-uns comme ça à la volée pour que ça vous montre un petit peu dans quel champ conceptuel on se situe. Vous avez automatisme de pensée, heuristique mentale, schéma cognitif, si on reste sur les habitudes mentales. Et puis pour les habitudes comportementales, qui incluent un peu plus vastement l'action, vous allez avoir tout ce qui est de l'ordre de la routine, de l'automatisme, un réflexe cognitif, moteur, avec les gestes, avec les muscles, et les questions de conditionnement, d'habituation, d'accoutumance, de rituel aussi. Donc tout ça, ça
fait partie du champ de ce qu'on peut mettre derrière les routines. Et on va aller creuser un peu plus en détail. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors une première distinction que je voudrais faire autour des différences entre routines, c'est que ici, je catégoriserai les routines en habitudes mentales ou habitudes comportementales. Les habitudes mentales sont des schémas de pensée qui adviennent toujours dans un certain contexte. Donc là, quand je dis ça, c'est qu'on est proche du conditionnement, c'est-à-dire on a un stimulus et on réagit avec certaines pensées qui se mettent en route dans notre esprit. Donc c'est une pensée qui succède quasi automatiquement à une suite de pensées et ça peut comme ça s'auto-alimenter. Ça pourrait être le cas des ruminations par exemple. Si je vous donne des exemples de ce que peut être une habitude mentale très très proche du conditionnement à ce niveau-là, et je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur le conditionnement opérant ou le conditionnement classique, qui peut vous donner quelques billes en plus sur ce sujet. Les exemples que je vous présente ici comme des habitudes mentales, ça peut être des associations sémantiques. Quand je vais entendre ou quand je vais dire machine à, il va peut-être m'arriver le mot laver, le mot pain, le mot coudre, machine à laver, machine à coudre, machine à pain. Là, on réfléchit même plus, ça vient tout seul. Si je vous dis rouler, jeunesse, si je vous dis ticket, tac. Les associations sémantiques comme celle-ci peuvent relever d'une forme d'habitude mentale et le langage, la capacité à générer, pourrait presque être une forme d'habitude mentale à mettre bout à bout des morceaux de phrases. Souvent, c'est fait de manière consciente et délibérée, donc on est un peu moins dans la routine et un peu plus dans l'élaboration. Mais enfin, il y a des fois où on est à la frontière, à la limite. D'autres types d'habitudes mentales, c'est la fin d'un refrain de chanson. On entend le début et hop, la fin nous vient directement. L'auto-jugement après avoir reçu une critique négative, ça peut être des choses qui arrivent. Les gens reçoivent un discours sur eux-mêmes, sur ce qu'ils ont fait, et là se mettent en action des pensées de type dénigrement ou de type autoflatterie. Les procès d'intention, quelqu'un nous parle et on interprète son discours ou son comportement comme une preuve qu'il a des mauvaises intentions envers nous. On a aussi la pensée stéréotypée. Il est habillé en costume, il doit être important. Il est noir, il doit savoir courir, il doit savoir danser. Il a des lunettes, il doit être intelligent. Donc ça, ce sont des stéréotypes. On n'a même plus la réflexion qui vient derrière et c'est souvent des choses qui sont problématiques. Donc c'est une des parties des habitudes mentales, lorsqu'elles sont très très proches du conditionnement, qui sont parfois problématiques. De notre côté, on a les habitudes comportementales qui incluent plus que des simples schémas de pensée, c'est des schémas de pensée et d'action. Et pareil, ce sont des schémas de pensée et d'action qui se produisent fréquemment dans un certain contexte. Et ici, on aura une action qui suit quasi systématiquement une suite d'autres pensées et d'autres actions. Les exemples, ça va être le déclenchement d'une émotion, des stimuli qui viennent de notre environnement, et hop, une émotion est générée. On a le réflexe moteur du genou chez le médecin quand on tape sur le genou et hop, il remonte. On a, lorsqu'on entend de l'eau couler, l'envie de faire pipi. Lorsqu'on passe devant une boulangerie et qu'il y a cette odeur qui nous prend le nez, on peut avoir ce sentiment de faim. Lorsqu'on scrolle, faire glisser son pouce du bas vers le haut. Ou la question des phobies, paralysé, sidéré face à une araignée toute petite sur le mur. Ce sont aussi des choses où une suite d'actions va engendrer une autre action, un comportement. Une fois qu'on a dit que la routine, c'était une forme d'habitude qui s'était instanciée et qui était présente de manière répétée dans notre quotidien, une question qui peut se poser, c'est combien de fois une action doit être répétée pour devenir une routine. Alors vous avez plein de choses qui traînent sur Internet avec le côté il faut que ça soit pendant 33 jours, 21 jours, 66 jours. Vous avez toutes les durées qui sont possibles en essayant de s'appuyer sur ce que disent des études ou autres. Moi, je vais y aller en mode plus pratique et en réflexion. Combien de fois une action doit-elle être répétée pour qu'on puisse l'appeler routine? Vous le savez, c'est un construit très humain, la routine, c'est un mot qu'on utilise, donc il n'y aura pas de réponse parfaite. Par contre, on peut trouver des limites. C'est un peu comme l'analogie avec le tas de sable. Quand est-ce que des grains de sable mis les uns sur les autres deviennent un tas? Bon, il n'y a jamais de réponse exacte, mais en tout cas, on peut s'accorder sur le fait que s'il y a des milliers de grains de sable, ça a l'air d'être quand même un tas de sable, et s'il y en a 2, 3, ce ne sera pas un tas de sable. Donc l'idée, c'est un peu de faire pareil avec les routines. Les routines, on peut dire qu'il faut qu'il y ait au moins plusieurs répétitions.
Ça veut dire que si on veut qu'il y ait 2 répétitions en moins, il faut qu'il y ait 3 occurrences. Donc voilà, on voit bien qu'au niveau d'une routine, si on dit qu'on l'a fait que 3 fois dans notre vie, ça semble pas être vraiment une routine. Mais on peut dire que c'est un critère minimal, c'est-à-dire que si c'est moins de 3 fois, c'est sûr que c'est pas une routine. Dans le langage courant, on va penser à une routine lorsqu'on va parler de quelque chose qui se répète tous les jours, une fois par semaine, plusieurs fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, par exemple. C'est quelque chose qu'on peut se dire qui est de l'ordre d'une routine. Au-delà de ça, c'est moins le cas. Donc ici, on voit qu'il y a la notion de fréquence qui vient, la notion de périodicité, avec la question qui est de combien de fois ça se répète dans un temps donné. Les mots que j'emploie, ils doivent être assez familiers pour les physiciens, la notion de périodicité, surtout si vous travaillez avec des ondes, mais on n'est pas là pour parler de ça. Les implicites qu'il y a dans la notion de routine, c'est que la répétition, elle se fait à l'identique ou de manière suffisamment proche pour qu'on puisse dire que l'action, c'est la même de manière répétée dans le temps. Et puis quelque chose d'implicite aussi, c'est que l'espace, les durées entre plusieurs répétitions sont à peu près pareilles. C'est là où je faisais l'analogie avec les gens qui travaillent sur les ondes, où on parle d'une période entre 2 maximum d'une onde. Et là, c'est un peu la même chose, c'est 2 actions espacées dans le temps et les durées sont à peu près les mêmes et les actions sont à peu près les mêmes, sinon on ne parlera pas de routine. Et un autre point qu'on peut se poser comme question, c'est à partir de quand une activité devient routinière. Donc on a vu qu'il y avait les notions d'espacement dans le temps et de durée et de répétition à l'identique. Moi, je vais vous proposer 2 autres critères. Ça va être un critère, le critère qui est de l'ordre d'un rapport, d'une proportion. Quel est le pourcentage de temps ou la fréquence à laquelle je fais cette activité-là. Et puis l'autre, ce sera l'effort à l'initiation. Est-ce que ça me coûte d'entrer dans cette tâche, dans cette activité? Est-ce qu'à l'initiation, c'est une dépense d'énergie grande? Pour la notion de rapport, de pourcentage, je vais donner 2 exemples qui sont le sommeil et le fait de faire le ménage. Par exemple, pour le sommeil, on dort à peu près 8 heures par jour, donc si on compte, ça fait à peu près un tiers du temps. Donc on a cette notion de durée en mode, bon ben là c'est un tiers du temps, c'est juste la proportion. Mais ce qui compte, c'est pas ça, c'est qu'on le fait tous les jours. Donc la fréquence, c'est 100% parce que c'est une fois par jour. Donc sur le référentiel du jour, c'est une fois par jour. Ça, c'est les routines, on va dire, maximales qu'on peut avoir. Et puis les routines qui sont peut-être de l'autre côté, si on se met 2 pôles comme ça entre les routines qui sont vraiment à la frontière, en mode ça devient des routines qui sont vraiment inhérentes à notre biologie, à notre mode de vie, comme le sommeil, qui, on peut l'appeler une routine, mais c'est une nécessité biologique presque. Et de l'autre côté, celles qu'on a installées et qui sont là depuis longtemps, mais qui sont étalées dans le temps. Par exemple, faire le ménage, le gros ménage, je parle, celui qu'on fait une fois par mois, qui est peut-être 2 heures, la grosse session là, pour ceux qui nettoient leur appartement évidemment. Si on compte, une fois par mois, ça fait 12 jours dans l'année, si on fait 2 heures par jour. Bon, je vous épargne les calculs, mais en gros, on est à peu près à 1 sur 360, du coup, et ça nous fait quelque chose qui est de l'ordre de moins de 1% de notre temps. Par contre, la fréquence, suivant le référentiel dans lequel on se met, si c'est le référentiel du nombre de mois, c'est une fois par mois, là, on est sur 100% à nouveau. Par contre, si on se met sur l'année, c'est 12 jours dans l'année, donc 12 sur 360, et là on est sur du 3%. Vous voyez, c'est quelque chose qui se fait à une certaine fréquence, et qui a une certaine similarité de durée. Là j'ai mis, voilà, c'est 2 heures à chaque fois la séance, ou c'est la similarité d'action. Donc voilà, on fait la même chose, on dort, on fait le ménage, et à une fréquence donnée. Et puis le deuxième critère, qui est celui de l'effort à l'initiation, ça va être quelque chose qui va nous indiquer est-ce que j'entre dans cette activité de manière facile. Une routine, c'est censé être quelque chose qu'on fait sans y réfléchir, donc on n'a pas ou peu d'inconfort mental, de réactance cognitive. L'énergie déployée est faible pour entrer dans cette routine. Quelques mots aussi sur le fait que très souvent à l'initiation, c'est le fait d'entrer dans la routine qui est difficile, c'est le fait de se projeter en train de faire l'action qui des fois est rebutant, là où en fait une fois qu'on y est, ça se fait tout seul. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit fleurir un tas de hacks du cerveau dans plein de vidéos sur comment installer une routine de lecture, de sport, de tout ce qu'on veut, pour booster sa motivation, ou ici plutôt la contourner, la catalyser on va dire. Et on pourrait dire que avec ce critère d'effort à l'initiation de la tâche, qu'une routine, c'est quand l'effort pour initier la tâche, il est devenu plus faible, il s'est réduit au cours du temps et qui s'est stabilisé. On pourrait voir ça comme une exponentielle décroissante, avec plein d'oscillations comme ça, où à la fin on est en mode
Ça oscille, mais c'est assez facile d'y rentrer. Voilà, on a fait le tour de ce qu'on pouvait mettre derrière le terme routine. On a vu beaucoup de synonymes, de manières d'aborder la question. Et maintenant, il est temps de se demander dans quelle mesure ces routines, elles peuvent favoriser ou freiner des pratiques créatives.